Vous écoutez Freedom, il est 16h30. Bienvenue si vous nous rejoignez. Émission spéciale, émission d'une demi-heure. C'est une interview politique dans le cadre des élections présidentielles. Nous avons un invité cet après-midi et c'est Yves Montrouge qui va faire cette interview de Christian Jacob. Il est le patron des Républicains. Il soutient Valérie Pécresse et est actuellement en visite à La Réunion. Yves Montrouge, bonsoir. Oui, bonsoir Bobby, bonsoir Christian Jacob. Bonsoir. Il est effectivement, vous l'avez dit Bobby, responsable des Républicains, mais il est aussi député de Seine-et-Marne. Il a été ministre, il a été député européen, il était syndicaliste agricole. Donc, Monsieur Jacob, vous êtes à La Réunion depuis jeudi, vous allez repartir lundi. Vous avez rencontré des élus, André Tianakoun, Cyril Melchior, Serge Ouaro, mais vous êtes venu pour préparer la venue de Valérie Pécresse. Je suis venu d'abord parce que ce déplacement était prévu de longue date et avec le Covid, il a malheureusement été reporté à plusieurs reprises. Mais l'emploi du temps et la période fait que bien évidemment on évoque la présidentielle. Tout d'abord parce que c'est depuis 2 ans un long travail de préparation pour cette présidentielle, à la fois sur le projet de fond, le cadre idéologique, et puis la désignation de notre candidate, et puis le formidable rassemblement qui se crée derrière la candidature de Valérie Pécresse. Je pense que sa candidature réveille non seulement les Républicains, mais réveille toute la droite, et puis réveille les Français aussi. On a une femme aujourd'hui qui est capable de battre Emmanuel Macron. Mais ici à La Réunion, votre mission va consister en quoi? Vous allez rédiger un cahier de doléances que vous allez soumettre à Valérie Pécresse pour que quand elle arrive peut-être en janvier. Est-ce que vous avez une date déjà? Non, ce sera dans le premier trimestre. Mais elle viendra à La Réunion. Écoutez, c'est ce qui est prévu et je lui laisse le soin de l'annoncer sur le premier trimestre. Non, c'est pas un cahier de doléances. On a des problématiques, des spécificités qui sont particulières sur l'outre-mer d'une manière générale et à la Réunion en particulier. Donc, j'ai rencontré les représentants de la filière canne. On voit combien c'était ce matin, oui. Voilà, combien c'est important. Mais on en avait parlé aussi hier au Tampon sur une exploitation agricole, celle de Jean-Bernard O'Haraud, où il y a une partie en canne et une partie en diversification. Il n'empêche que si la diversification peut exister, c'est parce que le socle c'est la canne. Et donc il y a besoin aujourd'hui, pour tous les emplois que cela représente, et bien de protéger, d'encourager, de soutenir cette filière. Ça veut dire éviter les concurrences déloyales avec des pays qui ne respectent pas les mêmes normes que l'on impose aux producteurs réunionnais. Et ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels on travaille. D'accord, vous étiez vous-même agriculteur avant de vous engager en politique, mais vous y croyez à la filière canne encore? Moi, je pense que on a un savoir-faire et une économie agricole qui vous savez, l'agriculture, il suffit pas d'un claquement de doigts puis en dire voilà, on change telle ou telle chose. C'est des cycles longs qui s'inscrivent dans la durée et on voit bien la diversification qui a eu lieu dans certains secteurs de production et d'ailleurs où on a les agriculteurs réunionnais ont construit des filières d'excellence. Je pense aux fruits et légumes, je pense sur certains secteurs sur le poulet ou sur d'autres secteurs, mais on ne peut pas tout transformer en maraîchage. La canne, au-delà de tirer en quelque sorte près de 20 000 emplois, c'est je crois 18 000 emplois, évite l'érosion des sols. Demain, si on supprime les cannes à sucre sur les zones en montagne ou en terrasse, c'est de l'érosion des sols. Lorsque l'on veut lutter contre le réchauffement climatique, limiter les émissions de gaz à effet de serre, le meilleur moyen de stocker du carbone, c'est la canne, parce que vous avez un feuillu qui est très important. C'est une matière organique qui est remise dans le sol. Donc, c'est pour cela que il y a effectivement une situation qui est difficile, mais il faut protéger nos producteurs. Les Américains le font, d'autres le font, c'est aussi à nous de le faire. Voilà, interview Yves Montrouge. Dans quelques instants, les auditeurs, comme dans chacune de nos émissions, les auditeurs, vous allez pouvoir intervenir et parler à Christian Jacob. Un numéro de téléphone est à votre disposition, le 02 62 99 10 00. Alors, merci. D'un point de vue politique, Monsieur Jacob, vous avez rencontré du monde, ça on l'a dit, André Tianakoun, Cyril Melchior, Michel Fontaine évidemment, puisque c'est le président de la fédération. David Lorion qui va organiser le déplacement. Qui a organisé le déplacement. Il avait organisé le déplacement de Michel Barnier aussi, je le rappelle. Mais ce sont des personnes, par exemple Cyril Melchior, ce sont des élus de droite, mais qui sont également Macron-compatibles.
Bon, Cyril Melchior est adhérent membre des Républicains, avec une majorité qui est républicaine, avec effectivement d'autres personnalités dans son conseil départemental. Mais vous savez, une élection présidentielle, d'abord on a désigné notre candidat au sein de la famille. Moi j'ai souhaité que ce soit les militants, les Républicains à jour de cotisation et eux seuls qui désignent leur candidat. Ensuite, lorsque on passe cette étape, on s'adresse à l'ensemble des Français. Valérie Pécresse dirige la plus grande collectivité territoriale de France, la région Île-de-France. Lorsqu'elle est présidente de la région Île-de-France, elle n'est pas présidente uniquement des adhérents, les Républicains ou des électeurs de droite. Elle est présidente de tous les habitants. Oui, mais... et ça, c'est le rôle de nos... Vous avez rencontré Serge Jouarreau, le maire de Petite-Île, qui est également président de l'association des maires de la Réunion, mais lui, il s'est déjà positionné publiquement pour dire il va voter Macron, enfin il soutient Macron. Emmanuel Macron, pardon. Mais il a tort de le faire, mais ça, c'est sa responsabilité. Simplement, pour moi, il est important, je suis aussi un élu de terrain, et de rencontrer l'ensemble des représentants des collectivités territoriales, parce que il y a un message particulier de l'ensemble des maires, qu'ils soient de ma sensibilité politique ou qu'ils ne le soient pas, dans les responsabilités qui sont les miennes, il est important que j'entende le message de chacun des élus, de ceux qui souhaitent avoir un contact avec moi et puis me livrer leur message. Après, peut-être qu'on met pas le même bulletin dans l'urne, mais ça c'est autre chose. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a un nouvel espoir qui est né à droite. Et Valérie Pécresse est en train de l'incarner. On voit bien le regain de popularité qui est là, et puis l'espoir qu'elle suscite. Dans tous les déplacements que j'ai faits depuis 3 jours, on m'en parle à chaque fois, et elle suscite un vrai espoir. Alors, un espoir à droite, effectivement, qui est en train de renaître, vous le dites, mais il y a une menace aussi à droite. Est-ce qu'il y a... Marine Le Pen, extrême droite, Éric Zemmour, vous ne pensez pas qu'il n'y a pas crainte que ces gens-là puissent siphonner l'électorat de la droite traditionnelle? Bonjour. Constat que l'on fait aujourd'hui, nous sommes dans une candidature de rassemblement. C'est-à-dire que dès la désignation de Valérie Pécresse, l'ensemble des autres compétiteurs au sein de notre famille politique se sont immédiatement rassemblés autour d'elle et la soutiennent. Tous les cadres, tous les dirigeants des Républicains la soutiennent, et au-delà, l'UDI, on le verra avec l'ensemble des formations de droite. C'est exactement l'opposé des autres formations politiques. Le Front National est explosé en 2 blocs. Vous avez Marine Le Pen d'un côté, vous avez Éric Zemmour de l'autre. La République en marche, chacun essaye d'y créer sa propre chapelle pour montrer qu'il existe de son côté. La gauche est totalement éclatée. Nous sommes les seuls à être dans une candidature de rassemblement. Et sur le Front National, vous savez, on vient d'avoir les élections municipales. Elles sont riches d'enseignements, ces élections municipales. 56% des villes de plus de 9000 habitants sont administrées par des équipes Les Républicains. 1,5% par le Front National, 2% par la République En Marche. Ça veut dire que quand on confie les clés d'une collectivité territoriale et d'une mairie, on la confie à des équipes Les Républicains. Parce que je crois qu'il y a un savoir-faire, il y a une capacité à travailler, il y a une compétence qui nous est reconnue. Et si, parce que j'entends bien les discours qui peuvent être prononcés par Madame Le Pen ou par Monsieur Zemmour, tant qu'on est dans le constat et l'incantation, c'est très bien. On entend qu'il y a des cris de colère, et à un certain moment, nos électeurs qui ont envie de pousser un cri de colère, ils mettent un bulletin Front National, mais c'est sans lendemain. Parce qu'ils disent que ça peut se faire par dépit, par résignation, parce qu'ils disent qu'ils ont déjà essayé la droite, ils ont déjà essayé la gauche, ils ont essayé la nouveauté qu'incarnait Emmanuel Macron, mais finalement, leurs conditions ne changent pas. Et là, par exemple, j'arrive à la question du pouvoir d'achat, de la vie chère, vous avez certainement entendu parler. Ici, c'est une des préoccupations, à l'instar des Français de l'Hexagone, évidemment. Donc, ils se disent, pourquoi pas essayer quelqu'un d'autre? Mais voyez, au municipal, Marine Le Pen expliquait que partout, on allait voir des listes du Front National. Elle était incapable de composer des listes. Elle-même a jamais été capable de gérer une collectivité. Elle n'a jamais su rassembler 50% plus une voix. Parce que les gens qui la connaissent, quand elle se présente à des élections de proximité, les gens la connaissent. Et quand ils la connaissent, se disent on peut pas lui confier les clés d'une collectivité. Donc, faire le constat, crier avec les loups, parfait. Mais il faut gérer une collectivité. Il faut être en responsabilité. Dans une situation de crise sanitaire comme nous l'avons connue, heureusement que les maires étaient là.
L'État était défaillant. Monsieur Macron a été défaillant, ses gouvernements ont été défaillants, mais les maires ont été en premier rideau. Lorsqu'il s'agit de trouver des masques, de les distribuer, d'organiser des tests, de répondre aux attentes en matière de santé, c'est vers les maires qu'on s'est tourné. Et nos compatriotes ne se tournent pas vers le Front National pour élire des maires, il n'y en a pas. Donc, vous venez ici, vous allez préparer la visite prochaine de Madame Valérie Pécresse, mais vous venez également faire un petit peu un état des lieux de la droite locale, de LR, des Républicains. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette droite aujourd'hui, cette droite dont on dit qu'elle n'est pas la plus futée du monde? Elle s'est fait ravir la région, il n'y a pas si longtemps, en juin, par la gauche. Est-ce que vous avez rencontré Didier Robert, au fait, avant de répondre à ma question? Non. Vous savez, bon, la vie politique, je commence à avoir un peu d'expérience. Ça fait 25 ans que j'y suis. Il n'y a pas que des victoires. Il faut aussi de temps en temps accepter les échecs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une fédération départementale des Républicains. C'est plus de 1000 adhérents, qui est structurée, qui est solide. Certes, on a perdu les régionales. Pourquoi? Bien évidemment. Parce que la droite n'était pas réunie? Écoutez, je pense aussi que il y a sans doute plus d'explications que ça, parce que la réalité, c'est qu'elle était réunie. Oui. C'est que tout le monde s'est retrouvé sur Peut-être des problèmes de personnes, alors. Oui, après, et puis après, vous savez, il y a 50 raisons sur la gestion, on peut trouver beaucoup d'excuses. La réalité, c'est qu'on a perdu. Et ce que je dis souvent, c'est que on peut gagner une élection par hasard, on ne la perd pas par hasard. Donc, c'est qu'on a été en responsabilité. On a perdu, nous, les Républicains, 2 élections présidentielles de suite, 2 élections législatives de suite. Et bien après ça, il faut faire preuve de modestie et d'humilité et revenir sur le terrain et retrouver la légitimité par le terrain. C'est ce que nous avons fait en gagnant les municipales très largement, en gagnant les départementales très largement et en gagnant les régionales, alors effectivement pas à La Réunion, mais en les gagnant d'une manière générale en France. On va parler des législatives dans un instant, mais toujours présidentielles. Vous savez est-ce que vous mesurez un petit peu l'ampleur de la tâche? Vous savez qu'en 2017, dernière présidentielle, François Fillon, qui était le candidat de la droite, votre candidat, il avait fait 17%, je crois, il a fini 4e, loin derrière Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, c'était 24%, Marine Le Pen, il avait fait un petit peu plus de 23%, et Emmanuel Macron, un peu plus de 18%. Comment vous comptez remonter la pente? D'abord parce que nous avons une candidate qui s'appelle Valérie Pécresse, qui est une chiracienne. Et vous savez, s'il y a un président, mettons de côté le général de Gaulle, bien évidemment, mais un président qui a marqué et qui avait une grande popularité à La Réunion, c'est Jacques Chirac. Alors, bien sûr, pour des liens affectifs, parce que... Vous le dites parce que vous êtes très proche, vous êtes très... Voilà, et puis, Jacques Chirac adorait les Réunionnais l'adoraient, donc il y avait un lien affectif. Mais il y avait autre chose que ce lien affectif. Il avait une vraie vision de la France par ses océans et la nécessité de rayonner sur l'ensemble des océans et on voit aujourd'hui le rôle que pourrait être celui de la Réunion sur l'océan Indien. Alors, je pense au fret maritime, je pense à la pêche, je pense aux unités de transformation qui pourraient être installées là. Donc il y a besoin de cette vision gaulliste ou gaulienne. Et Valérie Pécresse a ça en elle. Et puis elle a commencé, on était ensemble, elle est plus jeune que moi, mais au cabinet de Jacques Chirac quand je m'occupais des questions agricoles. Ensuite, elle a exercé des responsabilités très importantes, gouvernementales. Et puis elle gère une des régions les plus difficiles de France, parce que vous avez en Île-de-France une petite partie rurale, une partie urbaine, avec des problématiques de quartiers sensibles, avec des jeunes en difficulté. Donc elle a toute cette expérience et cette sensibilité humaine, cette patte humaniste qui, je crois, saura faire la différence. Je vous parlais tout à l'heure du pouvoir d'achat, de la vie chère, etc. Et quand, par exemple, Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous avez pu suivre son intervention, je pense que vous étiez dans l'avion, parce que c'était mercredi soir, quand il dit que je ne suis pas le président des riches. C'est caricatural. Moi, j'aime pas ce type d'expression. On est le président de la République, il est le président de tous les Français. Et ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est d'avoir toujours voulu monter une catégorie sociale contre les autres. Les jeunes contre les plus âgés, les ouvriers contre les chefs d'entreprise, les fonctionnaires contre ceux qui travaillent dans le privé, sans cesse chercher un bouc émissaire. Ça n'est pas ça, être président de la République. Jacques Chirac avait su toucher les Français au cœur avec la fracture sociale,
parce que lorsqu'il parlait, chaque Français pouvait se reconnaître dans le discours. Alors aujourd'hui, s'il dit « je ne suis pas le président des riches », vous allez voir que dans 48 heures, il va faire un déplacement en disant qu'il est effectivement le président de ceux qui apportent l'argent à la France et qui le tirent. Il vous dira exactement le contraire. Avec des phrases qui sont blessantes, qui sont humiliantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase, moi, qui m'avait choqué lorsqu'Emmanuel Macron rencontrait des chefs d'entreprise et il leur dit « quand je traverse une gare, je rencontre des gens comme vous qui ont réussi et d'autres qui ne sont rien ». Comment un président de la République peut parler de ses compatriotes en disant qu'ils ne sont rien? Cette phrase, elle est blessante, elle est humiliante. Et c'est ça que M. Macron n'a jamais compris. Il ne comprend pas le pays, peut-être parce qu'il n'a pas eu l'expérience de gestion de collectivité auparavant. Il n'a pas cette sensibilité que l'on doit avoir lorsqu'il s'adressait à un jeune en disant « si tu veux trouver du travail, t'as que de traverser la rue. Oui, et c'est facile, effectivement. Quand on est bien né, c'est facile. Malgré tout, à l'Assemblée nationale, la droite n'est pas très virulente face à ce gouvernement. Oh, écoutez, si, je pense que la seule opposition qui existe, c'est nous. Oui, enfin, il y a la France Insoumise également, Jacques. Oui, enfin, d'accord. De temps en temps. Oui, oui, de temps en temps. Enfin, c'est le mot qui convient. Plus souvent que vous, d'ailleurs. Non, je pense pas, parce que regardez sur chacun des textes, systématiquement, nous sommes force de proposition. Emmanuel Macron, c'est le président de la non-réforme, c'est-à-dire que la force de son verbe est inversement proportionnelle à sa capacité d'action. Incapable de mener aucune réforme. C'est le seul gouvernement depuis 25 ans où une réforme des retraites n'a pas été menée. C'est celui qui a fait exploser la dépense publique avant le Covid. C'est celui qui a été incapable d'incarner l'autorité. Regardez ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. On a tous cédé aux voyous et aux casseurs. C'est celui qui a été incapable de réformer notre système de santé. Je pense que si les Français, demain, veulent choisir une opposition déterminée à Emmanuel Macron et avoir une présidence qui incarne l'opposition à Emmanuel Macron et l'opposition à ce que Emmanuel Macron n'a pas fait, parce que c'est ça la réalité. C'est pas la personne, mais c'est son incapacité à gouverner, à diriger le pays et surtout à comprendre le pays. Oui, je voudrais rappeler le numéro de téléphone. Dans quelques instants, nous allons rejoindre les auditeurs 02 62 99 10 00. Vous parliez de réforme de retraite. Il y a un point, je crois que ça m'a un petit peu interpellé dans le programme. Enfin, c'est pas encore tout à fait le programme de Valérie Pécresse, mais elle avait dit qu'il faut prolonger l'âge de la retraite. Elle avait dit également qu'il faut supprimer des emplois dans la fonction publique. C'est pas très populaire. Si, moi je pense que, vous savez, si on veut qu'il y ait du travail pour tous, il faut abaisser le coût du travail et limiter les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire toutes les cotisations pour les retraites ou l'impôt. Si vous voulez baisser l'impôt, les gens qui vous disent demain on baisse l'impôt mais on fait aucune réforme, c'est se fiche du monde. Ils vous racontent des âneries. Quand Marine Le Pen explique qu'elle va baisser les impôts mais qu'elle va laisser la retraite à 60 ans, elle se fiche du monde. C'est soit de l'incompétence, soit se moque du monde. Et ça ne peut... Enfin, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, dire tout et son contraire. Moi, je pense que sur le temps de travail, il n'y a pas 50 solutions. La réforme des retraites, c'est une équation à 3 entrées. Soit vous baissez les pensions des retraités, de ceux qui aujourd'hui sont en retraite, qui ont travaillé 40 ans de leur vie, ben vous leur dites on baisse les pensions. C'est ce qu'Emmanuel Macron a fait. Lorsqu'il a augmenté la CSG, il a baissé les pensions de retraite. Soit vous dites, eh bien, pour équilibrer notre système de retraite, pour faire rentrer de l'argent, on augmente les cotisations. C'est ce que François Hollande a fait. Donc, il a augmenté le coût du travail. Nous disons, pour retrouver l'équilibre, il faut allonger, effectivement, le temps de cotisation, avec une prise en compte des travaux pénibles, mais la pénibilité d'aujourd'hui et pas la pénibilité d'après-guerre. C'est pour ça que sur les régimes spéciaux, vous savez, entre un maçon ou un coupeur de canne qui va travailler dur tous les jours avec un travail physique harassant et par exemple un conducteur de TGV, j'ai rien contre les conducteurs de TGV, la pénibilité, elle est peut-être pas là où on pense. Et s'il y a des endroits où on doit le prendre en compte, c'est effectivement sur ces travaux physiques qui sont harassants. Donc on a là une vraie possibilité de réforme.
La droite a toujours réformé les retraites. Le seul qui a été incapable de faire quoi que ce soit, c'est ce gouvernement. Alors, une question sur laquelle vous allez peut-être être d'accord avec M. Macron, et on réclame le pass sanitaire pour aller quasiment partout, d'accord ? Et il y a des restrictions quand même concernant cette crise sanitaire, puisque le taux d'incidence ne cesse d'augmenter. Ici, à La Réunion, vous connaissez un petit peu la situation, mais, et là vous serez peut-être d'accord avec lui, mais on n'aura pas besoin de pass sanitaire pour les meetings politiques. Si, moi je pense que c'est obligatoire de les mettre. Je suis favorable à ça. Pour quand on organise, vous voyez, j'ai organisé un conseil national il y a 15 jours ou 3 semaines à Paris. On avait prévu d'organiser un grand meeting. Je dis à chaque fois qu'on organisera les meetings dans le cadre de la campagne présidentielle, passe sanitaire obligatoire. D'accord. Je pense qu'il faut être cohérent et moi je suis favorable à la vaccination, je l'assume complètement. Il faut se sortir de cette épidémie parce que c'en est une et le seul moyen c'est d'être vacciné. Se vacciner, c'est se protéger soi-même, mais c'est protéger ses amis aussi. Vous savez, on côtoie tous des personnes qui peuvent être fragiles, sensibles, qui sont dans nos proches ou pas. On les côtoie et donc on peut pas prendre la responsabilité de leur transmettre la maladie. La vaccination, pour moi, est essentielle. On est maintenant en situation de répondre sur le nombre de vaccins suffisants. Troisième dose, quatrième dose, voilà. on ne sait pas. Oui, mais simplement, moi je considère qu'il y a un devoir de responsabilité. En tout cas, je suis sans ambiguïté sur ce sujet. D'accord. Un mot de législatif, Monsieur Jacob. Donc vous êtes venu ici aussi pour ça. 7 circonscriptions à La Réunion. Vous avez 3 députés, je crois, la droite. Enfin, la droite, c'est un grand mot parce que je crois que c'est dans la 3e, Nathalie Bassir, 4e, David Lorion et 7e, Jean-Luc Poudroux. On connaît les candidats déjà pour les candidats de la droite ou sinon il faudra attendre la commission. Non, mais on va boucler les choses. Je l'ai redit à David Lorion et à Michel Fontaine, président de la fédération, pour l'objectif est que fin janvier ce soit fait. Donc mais qui décide avec une exigence ici ou c'est la commission nationale mais la Réunion a son mot à dire. Ah oui, c'est les propositions qui seront faites par la fédération des Républicains. Donc c'est à Michel Fontaine qui reviendra de nous faire les propositions et donc sur ces propositions la CNI examinera les candidatures. Commission nationale d'investiture. Oui, effectivement. Ouais. Donc il risque d'y avoir un petit peu d'animation quand même. Dans la première circonscription, ça va se bagarrer entre Jean-Jacques Morel et peut-être quelqu'un d'autre. Dans la 3e circonscription, Nathalie Bassir ou peut-être un proche d'André Tianakoun. Écoutez, on verra ça le moment venu avec le calme et la sérénité des vieilles troupes. Donc voilà, d'ici fin janvier, on aura les propositions de la fédération des Républicains et je suis sûr que ce sera des propositions de bon sens et d'intelligence pour gagner. Nous allons au standard, Yvon Rouge. Oui. Christian Jacob, c'est Radio Freedom, le 02 62 99 10 00. Vous intervenez dans cette émission et vous parlez à Christian Jacob. Allô ? Allô ? Bonjour monsieur. Bonjour, voilà, je voudrais quand même remercier Freedom pour faire passer M. Jacob sur l'antenne. Je trouve que c'est bien, au moins les personnes du Nord et de l'Est puissent dire aussi leur mécontentement actuellement, parce que c'est bien M. Jacob de rentrer à La Réunion, de venir nous voir, tout ça. On n'est pas invités, nous. Et nous, ça fait 20 ans qu'on est dans le parti républicain UMP, et il y avait un siège à Saint-Denis qu'on pouvait se rencontrer, discuter de la politique actuelle, du terrain, poser des questions sur la formation politique des jeunes, qu'est-ce qu'on va faire demain avec notre propre parti. Il n'y a rien et ça bouge plus. Et je pense que M. Jacob, on veut un bon candidat pour les législatives. Vous voyez, si vous regardez bien La Réunion, les gens changent de couleur, les gens changent de parti. Pourquoi ? C'est parce que peut-être il y a un problème réel dans l'équipe. Un problème qu'on n'essaye pas de freiner, qu'on essaie de trouver des solutions. On se tire dans les pattes. Je trouve le dommage. La gauche est pareil, la gauche est tirée dans les pattes. C'est quoi votre question, monsieur ? Ma question, c'est à M. Jacob. Monsieur Jacob. Oui, je vous écoute. Rapporter nos voix à Paris à dire à Mme Pécresse et à notre responsable républicain à La Réunion, on a besoin des antennes ici dans l'Est et dans le Nord. On peut pas se déplacer chaque fois à Saint-Pierre en ramenant 150, 200 militants. Non, on a besoin d'un endroit pour se rencontrer, pour discuter et aussi pour reconstruire
reconstruire ensemble les fondations de notre parti ici à Réunion. Merci monsieur. Merci. Christian Jacob va vous répondre. Oui, je voudrais, tout d'abord, merci de votre témoignage, et vous avez raison. Le siège, moi je connais la Réunion depuis longtemps. Le siège, il a toujours été à Saint-Denis, et c'est vrai que maintenant il est à Saint-Pierre. Et j'ai évoqué ce sujet tout à l'heure avec David Lorion, qui en est tout à fait d'accord, de façon à ce qu'il puisse y avoir également un local à Saint-Denis pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement, parce que je sais bien quelles sont les difficultés de circulation qui sont les vôtres, et vous avez raison que la vie politique, ça passe par l'échange, les rencontres, des lieux où les militants peuvent se retrouver pour débattre. Mais le message a été entendu, mais merci quand même du rappel, ça va toujours mieux quand on rappelle les choses. Merci monsieur, et bon week-end. Freedom, allô? Oui, bonjour. Bonjour, parlez bien en face du micro s'il vous plaît. Notre invité vous écoute. Allez-y madame. Oui, monsieur Jacob, bonjour, bienvenue à l'île de la Réunion. Alors moi j'ai une question à vous poser comme beaucoup de Réunionnais. Vous savez, la radio Freedom, c'est une radio locale et que tout le monde peut s'exprimer. Alors ces derniers temps, le vivre ensemble n'est plus possible à l'île de la Réunion entre les Maoris et l'île de la Réunion. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces Maoris puissent être heureux dans leur pays. Sachant que Mme Pécresse était sous la côte de M. Sarkozy et tout est parti comme vous voyez. Donc vous ne savez pas peut-être les soucis qu'on rencontre contre l'île de la Réunion. Ça n'a rien à voir avec le racisme, monsieur. Hein. Nous avons plusieurs ethnies à l'île de la Réunion, nous entendons très bien. Mais là, on n'en peut plus. C'est une délinquance atroce. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces Maoris restent chez eux et vivent tranquilles, en paix, et nous aussi. Merci de des Maoris qui sont français, tout comme les Réunionnais, monsieur Jacob. Je précise, sais, oui. Et bien évidemment qu'ils ont les mêmes droits que tous les représentants de quelques départements que l'on soit. Ceci étant, il y a un vrai sujet, une vraie difficulté aujourd'hui à Mayotte. On le voit sur l'immigration clandestine, on le voit avec des familles qui arrivent des Comores, qui arrivent de Madagascar également aujourd'hui beaucoup, des Mahorais qui fuient et qui viennent à La Réunion. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc la solution, elle est d'abord sur Mayotte, où Valérie Pécresse aura l'occasion de le redire, mais on souhaite remettre en cause le droit du sol. Ça avait été une proposition de Jacques Chirac, et on voit bien qu'aujourd'hui on peut pas avoir une maternité qui explose, qui arrive pas à faire face à des réseaux de communication qui sont à saturation complète, et c'est ça aussi qui fait que les Mahorais arrivent aujourd'hui à la Réunion, et souvent arrivent de manière isolée, c'est-à-dire que ce sont souvent des familles monoparentales avec des jeunes adolescents. Les papas ne sont pas toujours là, et donc ça génère effectivement un certain nombre de difficultés. Je pense d'ailleurs avec votre question, ce drame qui vient de se produire, cette mère de famille qui meurt avec 3 de ses enfants et un 4e enfant, 4 petits qui meurent brûlés vifs dans les flammes. Ouais, famille réunionnaise. Oui. Non, mais on est avec une problématique de logement qui est derrière, parce que c'est ça aussi qui arrive avec l'arrivée de ces familles. On a un problème de logement, on a un problème de qualité de logement auquel on ne répond pas. Un rôle des bailleurs sociaux, moi je trouve que ces grands ensembles, c'est vrai en métropole, mais c'est vrai ici aussi, on a perdu beaucoup en proximité, et les conditions de logement génèrent toutes ces difficultés, parce que lorsque les jeunes ne sont pas bien chez eux, on les retrouve dans la rue, on les retrouve dans les halls d'immeubles. Si on est avec des familles monoparentales, on a une difficulté supplémentaire. Donc, pour revenir à votre question, la première réponse, elle est vraiment sur Mayotte, pour faire en sorte... alors, sur Mayotte, il y a plusieurs projets. Il y a tout d'abord la reconstruction sur l'hôpital, il y a l'allongement de la piste, ça c'est pas autre chose, mais enfin, ça contribue créer aussi. Tout simplement de bonnes conditions de vie, parce qu'il faut rappeler que Mayotte est devenu département français sous Sarkozy, pendant la mandature de Nicolas Sarkozy, mais s'ils viennent à La Réunion de plus en plus, c'est peut-être parce que là-bas, ils n'ont pas toutes les conditions nécessaires pour vivre correctement. Exactement, c'est
réseau routier, c'est la piste d'aéroport, c'est l'hôpital, c'est aussi le pôle universitaire, enfin d'enseignement supérieur. Et là, un certain nombre d'engagements, et on a notre collègue Mansour Kamardine qui se bat régulièrement sur ces sujets pour que la France tienne ses engagements, parce que les engagements, objectivement, n'ont pas été tenus à Mayotte. On reste sur le standard 02 62 99 10 00. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Deux questions pour monsieur. Je veux savoir comment arriver que ces jeunes d'aujourd'hui de 18 à 25 ans qui terminent l'école n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi ou bien quelque chose pour vivre heureux. Et ma deuxième question, que ferez-vous pour les personnes en situation de handicap ? Alors, sur les deux questions ou trois questions que vous me posez, la première sur les jeunes, nous avons une proposition qui consiste à dire que on pourrait prendre sur les 6 premiers mois d'embauche le salaire en charge, c'est-à-dire que l'État prendrait ce salaire en charge versé à l'entreprise à condition que l'entreprise, au bout de 6 mois, fasse un CDI aux jeunes où il aurait là un allègement de cotisation sociale. C'est-à-dire que notre insertion se fait par le travail, c'est l'opposé d'un système d'assistance, c'est un système qui pousse vers le travail puisque l'entreprise est aidée de cette manière. Donc ça, c'est une première... Ça existe déjà, genre là en ce moment, oui. Non, parce Emploi que... garanti jeune. Oui, mais ça n'est pas ça. Enfin, l'emploi garanti jeune, on a une prise en charge sur certains cadres d'emploi, mais notamment pas dans le secteur privé. C'est-à-dire que là, une entreprise pourrait recruter un jeune pendant 6 mois. Effectivement, il y a prise en charge de son salaire et après exonération des charges. Et après 6 CDI. À condition qu'il y ait un CDI, exonération des charges, et seulement une fois que le CDI est fait, l'entreprise peut à nouveau recruter, de façon qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas les jeunes pendant 6 mois, et puis qu'après, on les licencie et qu'on en cherche un autre. Il y a ensuite un autre sujet qui est sur les emplois aidés. Sur les emplois aidés, autant en métropole, je suis très réservé moi sur les emplois aidés, autant je pense que dans les départements d'outre-mer et particulièrement ici, ça permet d'avoir un accompagnement de l'État. Aujourd'hui, les emplois aidés ont énormément diminué. On est passé ça s'appelle les PEC, de 25 emplois compétences, de 25 000 emplois à 11-12 000. Oui, voilà, j'allais dire 10 000, mais c'est autour de ça, ça devait être 28 000, mais qui étaient aidés à 80%. Et aujourd'hui, ils sont plus aidés qu'à 50%. Et ça permet aux collectivités territoriales de pouvoir recruter des jeunes. Il faut ensuite mettre avec un parcours de formation, parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement l'aide, et une fois qu'il n'y a plus l'aide, eh bien le jeune se retrouve sans rien. Donc il y a, dans mon esprit, doit y avoir l'obligation d'une formation avec une spécificité des emplois aidés sur l'outre-mer. Et là, pour le cas, je considère qu'il y a une vraie spécificité outre-mer qu'on n'a pas nécessairement en métropole, et on n'aurait pas besoin de ces outils en métropole. Est-ce qu'on a encore une question? Sur le handicap. Alors, j'ai oublié effectivement. Sur le handicap, il y a une mesure qui est essentielle, c'est dans le calcul des revenus pour verser l'aide adulte handicapé, ne pas prendre en compte les revenus du couple. Je veux dire, c'est le handicap, on le porte seul, et donc il n'est pas normal aujourd'hui de mutualiser ou de familialiser les revenus. Donc l'allocation, oui. Voilà, l'allocation ne repose pas sur le calcul du revenu de l'ensemble de la famille. Bien sûr, nous pouvons prendre encore un appel. 02 62 99 10 00. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, moi, ce que je voudrais poser comme question, monsieur Jacob, pour moi, la question la plus importante, c'est est-ce qu'on est pour la mondialisation comme l'est monsieur Macron, ou est-ce qu'on est favorable à un État unitaire? Pour moi, c'est le choix qui va me déterminer avant tout. Et à chaque fois, tous les hommes politiques n'abordent jamais cette question. Et pour moi, c'est très important. Vous avez raison de dire que c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure d'agriculture.
voyez, un pays comme la France, qui est un grand pays agricole, aujourd'hui a perdu son autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que si, dans la balance du commerce agroalimentaire, vous retirez les vins et spiritueux, alors je suis comme tout le monde, j'adore les vins et spiritueux, simplement ça nourrit pas. Et donc si on les retire, la balance commerciale est déficitaire. Et donc on ne peut pas continuer à être le marché le plus ouvert du monde, parce que c'est ça la réalité, et que d'autres ferment leur marché. De la même façon que sur les normes que j'ai évoquées tout à l'heure, on ne peut pas imposer à nos producteurs, j'étais avec des producteurs de canne, par exemple, vous voyez, sur la canne à sucre, il y a 5 matières actives d'herbicides qui sont autorisées. Donc c'est beaucoup plus compliqué à désherber et les matières actives sont beaucoup plus chères. Si vous allez en Amérique du Sud, vous avez 25 ou 28 matières actives qui sont autorisées. Donc vous créez une concurrence totalement déloyale. Donc moi, l'ouverture du commerce... Votre position à vous, Monsieur Jacob, oui. Vous êtes pour la mondialisation ou contre? Monsieur Jacob est à position de la droite, de la candidate de la droite, je suppose. C'est tout à fait. C'est-à-dire, c'est une position sur un échange qui soit cadré avec une concurrence qui soit légale. On peut pas vivre en autarcie, mais en même temps, on ne peut pas accepter des concurrences qui soient illégales. Et c'est la raison pour laquelle, sur les normes, je dis, on doit créer des barrières aux frontières sur les normes et exiger que les produits qui exportent en direction de la France ou de l'Union européenne respectent les mêmes règles. Et donc cette concurrence, moi, elle me gêne pas quand elle est équitable. Or aujourd'hui, la mondialisation fait qu'elle n'est pas équitable. Autre exemple sur nos marchés publics. 100% des marchés publics en France sont ouverts à la mondialisation. N'importe quelle entreprise peut aujourd'hui déposer une offre. En revanche, si vous êtes aux États-Unis, les marchés publics sont très peu ouverts. Si vous êtes en Chine, ils sont complètement fermés. Donc c'est cette réglementation, c'est cet équilibre. Je suis contre une économie complètement fermée, mais sur les échanges, ils doivent être réglementés et ils ne le sont pas aujourd'hui. C'est pour ça que la mondialisation et l'ouverture au grand vent, j'y suis tout à fait opposé, mais j'accepte le commerce à condition qu'il soit équitable et que les règles soient les mêmes pour tous. Alors il est 17h07, on a un petit peu débordé, on peut prendre un dernier appel s'il vous plaît. Allez, une dernière. Allô, 99 10 00. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir madame. Je suis... Allez-y, madame. Oui, posez votre question. Vous êtes en direct, madame. Allô? Allô? Oui, Christian Jacob, notre invité vous écoute. Moi, je voudrais savoir, pour la donation d'une maison à son enfant, pourquoi il faut payer directement les impôts à une somme énorme. Les frais et les droits de succession. Oui, les droits de succession. Ça, c'est une question qui revient souvent, monsieur Jacob. Merci, madame. Donc... On est clairement pour l'exonération des droits de succession. Tout d'abord parce que lorsque on a travaillé toute une vie pour acheter son logement ou sa maison, on a payé de l'impôt dessus. Et donc là, on paye de l'impôt sur l'impôt. Et la fierté pour quelqu'un, pour n'importe quelle famille, c'est de pouvoir transmettre à ses enfants. Quand on a travaillé toute une vie, eh bien, on a envie que ses enfants puissent en profiter. Parce qu'encore une fois, c'est des acquisitions qui se sont faites avec de l'argent où on a payé de l'impôt déjà dessus. Donc, on ne peut pas repayer une deuxième fois de l'impôt. Et on est favorable à la suppression des droits de succession et on verra. Ça aussi, c'est lié à la situation budgétaire ou à minima à augmenter très largement le plafonnement qui existe aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Jacob. Christian Jacob, qui était notre invité. Bobby, on a débordé un petit peu, mais effectivement, on avait une demi-heure. Mais il était bien gentil de répondre aux questions de nos auditeurs, qui sont nombreux à attendre, mais il nous faut libérer monsieur Jacob. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vos auditeurs et merci à Radio Freedom. Merci. Merci Yves Montrouge. À très bientôt. Il est 17h09, nous allons marquer la pause. Dans un instant, les avis et communiqués. La suite du programme dans Trafic, ce sera avec Olivia.
Pour les fêtes de fin d'année, votre Hyperul achatoire au tampon sera ouvert le dimanche 19 décembre de 8h30 à 18h. Et en plus, de 13h à 18h, bénéficiez de 10 € en bon d'achat par tranche de 100 € de course.